I'm very happy to introduce today Yoshito Darmon Shimamori, who is teacher of foreign languages in a secondary school in England, founder of the Library for Multilinguals, father of two boys who grew up with English, French, and Korean. Yoshito is half French and half Japanese and grew up in France, where he also learned to read and write in Japanese. And he's author of the book The Parent's Guide to Raising Multiliterate Children, that gives parents and educators the tools to make reading and writing in the home language fun. And he's also one of the 200 Peach Ambassadors. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Yoshito Darmon Shimamori, qui va partager avec nous comment l'on peut lire et écrire dans la langue familiale en s'amusant. À toi la parole. Merci beaucoup. Et si vous voulez laisser des commentaires, vous pouvez les taper et puis je les lirai en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, dans ce que Ute vient de dire, peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que j'ai été l'enfant qui a dû apprendre à lire et à écrire dans une de ses langues familiales. Donc, pour moi, c'était le japonais, tout en vivant dans un pays où on ne parlait pas cette langue. Et ce pays, c'était la France pour moi. Et maintenant, je suis parent de deux enfants qui sont dans la même situation. Et pour eux, les langues familiales sont le français et le coréen. Et comme on vit en Angleterre, la langue du pays, de l'école, c'est l'anglais. Donc, pour moi, de mon vécu, ça a toujours été une évidence qu'il fallait marier le jeu et l'enseignement de la lecture et de l'écriture euh, pour, euh, pour, pour être plus motivé. Et parce que du point de vue de l'enfant, quand on est, enfin, quand il joue, il est motivé. Et si on arrive il veut toujours continuer. Et je suis sûr que si vous allez jouer avec vos enfants, à chaque fois ou presque, c'est vous les premiers qui demandez une pause ou qui demandez, OK, on va se reposer un peu, on va s'arrêter. L'enfant a toujours envie de continuer. Donc, si on arrive à intégrer l'enseignement de la lecture et de l'écriture là-dedans, euh, ça va se faire presque tout seul. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment important d'intégrer le jeu, enfin l'enseignement de la lecture et de l'écriture dans le jeu. Et donc ce soir, dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça peut se faire et aussi vous montrer un peu la logique que je suis pour que vous puissiez le reproduire vous-même avec vos enfants. Euh, donc voilà, donc pour commencer, je vais juste vous parler brièvement de ce que c'est du point de vue de l'enfant que d'apprendre à lire et écrire dans la langue du pays, dans la langue de l'école, donc la langue majoritaire, et de faire la même chose dans la langue familiale, parce que c'est une expérience qui est vraiment très différente. Donc, souvent, la langue majoritaire, elle est légitimée. Pour l'enfant, tout le monde autour de lui parle, lit, écrit cette langue, donc c'est un peu une nécessité de le faire. Et comme c'est nécessaire, il finit par le faire. Alors que la langue familiale, il la parle avec les parents, la famille, peut-être certains amis, mais lire et écrire, c'est pas forcément évident. Pourquoi il faudrait que je sache lire et écrire en plus? Surtout quand on est enfant, on s'envoie pas des messages, on se parle. Ou maintenant, surtout avec les téléphones, on peut voir la personne parler directement. Donc, lire et écrire, c'est beaucoup moins évident. Et après, quand on apprend à lire dans la langue majoritaire, on le fait plus souvent en même temps que tout le monde, dans la classe, avec les autres élèves. Et tout le monde trouve ça plus ou moins facile ou difficile. Mais en tout cas, on est tous dedans, on fait la même chose. Donc, c'est beaucoup plus facile et ça paraît un peu normal de le faire. Et du point de vue de la pratique, quand on marche dans la rue, on voit tout écrit dans la langue du pays. Quand on va dans les magasins, c'est pareil. Quand on regarde à l'arrêt de bus, tout est dans la langue du pays. Donc, c'est évident qu'il faut apprendre à lire pour pouvoir vivre dans cet environnement. Et donc, quand on parle de la langue familiale, euh, alors souvent, on peut envoyer nos enfants dans des écoles complémentaires s'il y en a autour de chez nous, si aussi financièrement on peut le faire. Donc ça, c'est une des possibilités, mais si on peut pas le faire, la responsabilité nous revient à nous, en tant que parents, de le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait par rapport au français. Donc, nos enfants vont dans une école complémentaire pour le coréen, mais pour le français, c'est moi qui ai enseigné tout, enfin, qui fait tout à 100%.
Et, euh, et donc, quand on parle des opportunités, donc on a dit que dans la langue du pays, tout est écrit dans la langue du pays partout. La langue minoritaire, la langue de la famille, on la voit peut-être dans certains livres à la maison, on la voit sur des jeux, peut-être que la famille a offert aux enfants, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, comme c'est beaucoup plus rare, ces opportunités sont beaucoup plus rares, souvent, il y a beaucoup plus d'impact. Les parents s'attendent à ce que l'enfant lise, ou ils disent, tiens, on va lire ce livre. Et c'est souvent les parents qui choisissent. Il y a moins de choix pour l'enfant. Donc ça aussi, ça a un impact par rapport à l'apprentissage. Du point de vue de la langue majoritaire, il y a beaucoup de choix. Donc c'est un peu, il peut prendre les opportunités qu'il veut, alors que pour la langue familiale, il y a beaucoup moins de choix. Il est plus restreint, donc il y a moins de choses qu'on puisse euh, qu'on puisse faire avec l'enfant et qu'il puisse choisir. Du coup, pour l'enfant, ça paraît souvent, ou même pour le parent, c'est un peu comme un jeu d'obstacles. Il faut un parcours du combattant où il faut passer par-dessus les différents obstacles. Donc, il y a par exemple le fait que ça peut paraître comme du travail en plus pour l'enfant qui va aller dans une école complémentaire pour apprendre quelque chose que ses copains à l'école n'ont pas besoin d'apprendre ou de faire, ou par exemple, pour l'enfant, ça peut prendre une partie du samedi d'aller dans cette école alors qu'il peut s'imaginer que ses copains sont en train de faire un foot ou regarder la télé. C'est du coup un peu moins marrant. La deuxième chose, c'est que la langue paraît moins importante euh, dans la société et aussi il y a moins d'opportunités de pratiquer cette langue. Donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel l'enfant doit apprendre à lire et à écrire dans sa langue familiale. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer ce qui peut se passer quand on essaie d'enseigner à son enfant à lire et à écrire à travers le jeu. Donc, donc la lecture, ah oui, donc une chose très importante, c'est que comme euh, la lecture est quelque chose de difficile comme l'écriture, souvent l'enfant va se demander, bah, pourquoi je dois lire ça? Il faut arriver à lui montrer que c'est pas pourquoi je dois lire, c'est il a juste envie de le lire parce qu'il veut jouer. Et la lecture, si on met la lecture comme quelque chose qui va permettre de jouer à un jeu, ça va être, il va avoir envie de le faire. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo et qu'il y a des obstacles, vous vous demandez pas pourquoi il y a cet obstacle. Ça devient juste marrant d'essayer de voir comment on peut passer par-dessus l'obstacle. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un jeu de memory. Donc, vous connaissez peut-être le jeu. C'est un jeu où normalement, devez trouver des paires d'images identiques. Donc, par exemple, vous trouvez un chat d'un côté, vous trouvez le même chat de l'autre côté, et vous avez une paire, vous gardez la paire. Ici, c'est le même jeu, mais c'est séparé vous avez à gauche, avec toutes les lettres, des images que j'ai cachées, et à droite, les mots qui sont écrits. Donc ici, pour arriver à savoir si on a gagné, quand on retourne l'image, par exemple, on voit un chat, et quand on retourne le mot, il faut savoir si c'est écrit un chat ou pas. Si c'est pas écrit, on a perdu, il faut retourner les cartes. Et sinon, on pioche des autres cartes. Du coup, juste pour l'exemple, est-ce que quelqu'un peut me taper une combinaison, par exemple A, 5 ou E, 6, etc., juste pour que je retourne pour vous montrer l'exemple. A, 7. Alors, A, donc là, on a un renard, 7. Oh, super, un renard. Ok, on va faire un deuxième exemple, c'était pas truqué. Donc, un autre exemple, s'il vous plaît. Ok, B4, B5. Alors, B, c'est un oiseau. B4, ça, c'est un éléphant. Si c'était B5, un chien. Bon, là, c'est perdu dans tous les deux cas. Mais on peut voir que en retournant les cartes, il faut lire à droite pour savoir si ça correspond à l'image qui est à gauche. Du coup, l'enfant doit lire pour savoir s'il a gagné ou perdu. Et du coup, le focus n'est plus sur le, le fait qu'il faille lire, mais c'est sur le fait on veut gagner. Donc, pour gagner, il faut arriver à savoir si on a gagné ou pas. Euh, alors maintenant, on va jouer à un autre jeu. Je vais augmenter l'enjeu. Cette fois, il y a un prix à gagner. C'est un jeu de lecture que je vous enverrai par email. Donc, dans ce jeu, vous avez 5 animaux. Vous avez les dessins en bas. Euh, le jeu, vous l'avez fait vous-même? Oui, enfin, je le fais. Pardon, pour répondre à Julia, pardon.
qui me demande si j'ai fait le jeu moi-même. C'est un jeu que j'utilise en classe de langue aussi, parce que j'enseigne le français et l'espagnol, et j'utilise ce jeu pour apprendre aux enfants à lire, à écrire, à reconnaître les mots. Voilà. Euh, ouais, Arantxa aussi fait beaucoup ce genre de choses. Euh, et alors, du coup, vous avez 5 animaux en bas, 5 images. Je vais vous montrer des mots. Il y aura 4 mots seulement. Donc, 4 noms d'animaux. Il y en a un qui manque. Donc, je vais donner un prix, donc ce jeu de lecture, à la première personne qui va mettre le mot correct. Donc, 3, 2, 1. Vous avez les 4 mots, il manque un mot. Il faut taper le mot qui manque. Éléphant. Ouais, super. Outou, tu as gagné. Ok, Outou a gagné. Alors, il y a encore deux autres, vous avez encore 2 autres chances pour gagner. On va passer au suivant. Donc, pareil, euh, Smile from the previous game. Euh, ah oui, tu as déjà dit ça. Oui. Ok. Alors, le prochain, donc encore 4 mots qui vont apparaître. Là, c'est un éléphant. Alors, 3, 2, 1. Donc, il y a 4 mots. Il y en a un qui n'apparaît pas. Un chien, un chat. Alors, un chien, il n'y a pas de chien. Un chat, Kamisha, Kamisha. Cat, Jeffries. OK. Cat et la première à avoir marqué un chat, c'est correct. Donc, Cat, où est-ce que tu peux noter le nom de Cat pour savoir qu'elle a gagné? OK. Voilà. Donc, Oui. Ute, première gagnante. Deuxième gagnante, Cat. OK. Troisième chance de gagner. 3, 2, 1. Oh, pardon. Voilà. Oups, oups, oups. J'ai pas vu les lapins. Oui. Non. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Qui a marqué lapin d'abord? Maria. Oui, c'est Maria Boico qui a marqué le lapin d'abord. Donc, Maria a gagné. Euh, ah oui, en fait, dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un message privé, donc, qui apparaît pas pour tout le monde. Donc, Maria, Kat, Ute, je connais ton adresse email, mais les autres, vous pouvez m'envoyer votre adresse email, pour que je vous envoie le jeu plus tard. Donc, je vous l'enverrai en anglais ou en français, comme vous préférez. Voilà. Ok, alors, donc vous avez pu voir que là, avec ce jeu, il fallait lire pour voir si vous gagnez ou pas. Donc, en lisant, ça permet de faire fonctionner le jeu et c'est comme ça que ça marche et que l'enfant peut être motivé. Ok, alors ensuite, on va passer à l'écriture. Et l'écriture, c'est un peu plus difficile parce que il faut pas seulement reconnaître les lettres qui sont écrites, il faut arriver à se rappeler de l'orthographe et d'écrire nous-mêmes avec l'orthographe correcte. Donc, c'est plus compliqué. Et souvent, bah, l'enfant peut se dire, bah, c'est trop dur, je veux pas écrire et c'est tout. Donc, pour arriver à éviter ça ou à surmonter cet obstacle, on peut faire 2 choses. La première, c'est familiariser l'enfant avec l'orthographe des mots. Donc, essayer de donner beaucoup d'opportunités pour l'enfant de lire le même mot ou de voir un peu comment les verbes se conjuguent, etc. Pour le familiariser avant de lui demander de l'écrire. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est amener l'enfant à prêter attention aux détails. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, avec mes fils adorent faire les jeux comment ça s'appelle, les chasses au trésor. Et donc, depuis qu'ils étaient petits, j'ai organisé beaucoup de chasses au trésor. Donc, j'écris les indices sur un papier. Ils doivent trouver un indice qui mène à un autre indice qui mène au trésor. Et après, plus tard, je leur ai demandé à eux d'écrire les indices et de cacher les trésors. Donc, quand ils lisaient mes indices, j'essayais de répéter un peu les mêmes mots pour qu'ils se familiarisent avec l'orthographe. Et aussi, quand je leur ai demandé à eux d'écrire, j'aurais donné une feuille comme ça où il suffisait de choisir dans chaque colonne un mot pour arriver à écrire leur phrase indépendamment. Et je voulais vraiment qu'ils aient cette indépendance pour qu'ils se sentent confiants et qu'ils se disent qu'ils arrivent à écrire.
Et tant qu'ils avaient besoin de ça, je leur laissais. Et une fois qu'ils n'en avaient plus besoin, bah, il y a beaucoup de mots qui commencent à écrire sans vraiment avoir regardé sur le modèle. Donc, ils pouvaient écrire, par exemple, des phrases comme, oh, ma souris, elle est où? Bon, alors, bon, j'imagine que vous arrivez à lire, mais dans la première colonne, par exemple, va dans la chambre de papa et maman. Ensuite, dans le carré rouge, je sais pas pourquoi on va pas me souris, et regarde sous. Ensuite, vous avez le coussin qui est à peu, voilà, ah, la pétane, on va ma souris. Le coussin rouge. Donc, il peut arriver à faire des phrases en piochant les mots par-ci, par-là dans les différentes colonnes. Et bon, donc si on prend chaque mot un mot dans chaque colonne, on peut faire une phrase correcte. Donc ça, c'est une manière de lui donner de l'aide et de familiariser avec les mots. Après, j'ai dit la deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire attention aux détails. Donc, on peut jouer à un jeu en donnant par exemple ces trois mots, un poisson, un oiseau, un robot, et jouer au jeu de l'intrus. Donc, il faut trouver l'intrus. Quel est l'intrus? Il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions, et tout doit se baser sur le, l'orthographe ou comment ça s'écrit. Donc, par exemple, là, bon, tous les mots sont masculins, donc ça, il n'y a pas d'intrus. Mais si on regarde poisson ou oiseau, dans les deux, il y a le son wa, mais dans robot, il n'y a pas le son wa. Donc, robot peut être l'intrus. Après, on peut se dire, OK, poisson et robot commencent par des consonnes, mais oiseau commence par une voyelle. Donc, oiseau peut être l'intrus. Après, OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir? OK. Oiseau et robot ont le son O, même s'ils ne s'écrivent pas de la même manière. Et poisson, dans le poisson, il y a la lettre O, mais il n'y a pas le son O. Donc, poisson est l'intrus. Donc, on peut essayer de trouver un maximum d'intrus possible. Pareil, donc vous avez encore trois mots, un robot, un renard, un avion. On peut dire, par exemple, bah, un robot, un renard, ça commence par un R, mais un avion, ça commence par un A. Donc, avion, c'est l'intrus. Ou alors, on peut dire, OK, robot, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Un avion, 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Par contre, renard, il y en a 6. Donc, renard devient l'intrus. Et, par exemple, compter le nombre de lettres, ça peut aider aussi à se rappeler s'il y a des lettres doubles ou s'il y a une lettre à la fin qu'on ne lit pas. Donc, ça peut être aussi important pour apprendre à l'enfant à écrire. Et donc, il y a deux autres jeux où on compte pas mal le nombre de lettres et qui aident. C'est le pendu, où l'emplacement de la lettre va permettre de trouver le, le mot. Euh, et dans les mots croisés, il y a le nombre de lettres, mais il y a aussi des lettres en commun dans deux mots à chaque fois, ou plus de mots. Mais du coup, cette lettre peut permettre de deviner les autres mots, peut permettre de travailler sur l'orthographe. Donc, c'est tous des jeux qui permettent de focaliser un peu plus sur l'orthographe. Et alors, du coup, juste pour en finir, parce qu'on arrive bientôt à la fin des 20 minutes, euh, donc pour apprendre à lire et à écrire, ou pour enseigner à son enfant à lire et à écrire, ça peut paraître comme comment ça s'appelle, un parcours du combattant avec tous ces obstacles par-dessus lesquels il faut sauter. Mais en intégrant le jeu, ce parcours d'obstacles peut plutôt ressembler à ça. Et par exemple, quand vous voulez monter, faire du toboggan, vous montez chaque petit échelon, donc c'est beaucoup plus facile. Et quand vous descendez, c'est plus marrant. Comme le garçon qui est sur le toboggan là-haut, vous pouvez prendre plus de risques avec la langue, avec l'écriture. Vous pouvez être plus créatif avec la manière d'utiliser votre langage. Donc le jeu permet de voir les choses de manière plus positive et c'est ce qui va aider à motiver l'enfant à vouloir continuer à lire et à écrire. Euh, Oui. Du coup, voilà les deux choses que j'aimerais que vous reteniez de toute cette session, vraiment qui sont les idées qui peuvent guider votre manière d'enseigner à votre enfant. Parce que les jeux que j'ai montrés, ben, ça peut plaire à certains, pas à d'autres. Vous connaissez votre enfant mieux que moi, donc vous savez ce qui va lui plaire. Et donc, il faut d'abord partir du ressenti de l'enfant et essayer de répondre à cette question, bah, pourquoi je devrais lire ou pourquoi je devrais écrire.
Et ensuite, il faut faire de la lecture et de l'écriture une conséquence du jeu et pas le but. Le but de lire et d'écrire, c'est votre but. Pour l'enfant, c'est de jouer, de gagner. Et apprendre à lire et écrire, c'est seulement une conséquence. Donc, c'est pas grave, même si c'est un petit peu difficile, on veut bien le faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné quelques idées. Donc, comme Ute l'a dit précédemment, j'ai écrit ce livre, The Parent's Guide to Raising Multicultural Children, qui est écrit en anglais. Donc, si vous lisez l'anglais, vous pourrez retrouver 71 jeux en plus dans ce livre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hum, Ah Merci mince, il y a beaucoup. 9 messages que Merci. j'ai pas vus. Oui, merci beaucoup Yoshito. Peut-être tu peux ne plus partager, comme ça on peut peut-être Oui. commencer la discussion. Il y a eu, peut-être je te lis une des questions. Donc, c'est, avez-vous une expérience de l'enseignement en ligne? Si oui, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés pour enseigner l'alphabétisation et comment avez-vous surmonté ces défis? Alors, enseigner en ligne, je l'ai pas fait beaucoup. En ce moment, j'enseigne à une élève l'espagnol, mais j'ai pas enseigné tant que ça. Les défis, pour moi, ce que je trouve qu'un défi, c'est vraiment de pas pouvoir voir exactement, d'interagir exactement tout de suite avec la personne. Il y a toujours un écran au milieu. Donc, par exemple, les jeux de cartes, c'est un peu difficile, il faut organiser. Donc, les défis, c'est surtout ça. Et comment je l'ai résolu, c'est essayer de substituer cette interaction qui peut être directe euh, en, en organisant des jeux sur PowerPoint, par exemple, comme j'ai fait juste maintenant, ou utiliser, par exemple, si je veux écrire des textes avec l'enfant corrigé directement, ça peut être avec Google Docs. Donc, utiliser des choses comme ça. Sinon, il y a beaucoup de jeux de lecture qu'on peut faire juste en lisant. Mhm, Euh, et tous les jeux, on n'a pas besoin d'interagir directement aussi. Comme par exemple le jeu de puissance 4 euh, ou le jeu de, comment ça s'appelle? Le morpion, où il faut mettre trois croix ou trois mhm, cercles à la suite. Donc, on peut dessiner sur un tableau blanc la grille mhm. et mettre un mot dans chaque case et dire, bah, si tu veux mettre dans cette case, tu dois me dire le mot qui est écrit là. Donc, par exemple, si c'est écrit un chat, bah, l'élève doit dire un chat et on écrit comme Ok, ça. oui. Ensuite, moi, j'enseigne plutôt des classes. Donc, je base beaucoup mes leçons sur les jeux, les compétitions. Et avec des classes, c'est facile de générer ce genre d'atmosphère. En cours en ligne, pour l'instant, donc j'ai juste enseigné à un élève à la fois chaque fois. Donc, c'est beaucoup plus difficile de créer cette atmosphère de compétitivité, où on a envie de gagner. Mais du coup, je fais plus donc de manière toujours ludique avec le jeu. Mais du coup, c'est moins tout excité, tout. Oui, Donc, c'est une manière différente d'enseigner. Personnellement, je préfère enseigner en direct que en ligne. Parce que oui, bon, du coup, on peut pas interagir. Moi, je trouve que c'est plus difficile. oui. Il y a une connexion un peu plus différente, quoi. Il y a Oui, Aranza qui dit mais avec les jeux, tout est beaucoup plus simple. Les enfants ne voient pas passer le temps et demandent plus. Donc, c'est une bonne manière de passer la langue en jouant parce oui, qu'ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'on fait, hein, parfois. oui. Et elle dit aussi à un certain moment j'enseigne en ligne et ça se passe très bien. On peut tout faire comme si on était ensemble. Donc, c'est la même chose peut-être aussi avec les jeux que tu viens de nous montrer. Moi, Faut j'ai pas trouver, ouais, pu juste me la manière retenir de de, participer. Donc, je pensais, oui. faut trouver une manière de le faire différemment. Mais je sais que par exemple, Arantxa, elle m'a dit qu'elle avait enseigné euh, l'espagnol en faisant du yoga avec une Mm, petite ou des choses comme ça. Donc, on peut faire de manière très différente. Ouais. yes. Ah oui. Et il y a aussi quelqu'un d'autre. Tulia, je pense. Il y a Oui. des logiciels qui permettent de créer des jeux en ligne et cela prend très peu de temps. Donc, et Maïlis, dans son commentaire, elle dit, nous avons les jeux de société en ligne pour apprendre l'estonien, mais Ah, on a besoin le niveau de A2. Donc, peut-être il y a certains jeux qui sont
plus simple à jouer avec des enfants qui ont déjà des connaissances, n'est-ce pas? Parce que Oui, maintenant ici, tu parles de literacy, donc des enfants oui, qui savent déjà lire et peut-être écrire. Donc, il ne s'agit pas des plus petits. oui. Je te remercie beaucoup pour cette présentation. On a tous, je pense, Merci pour... moi aussi, j'ai eu envie de jouer avec toi. Et Mira, oui, Tetsu Yang aussi mentionne, Elle est là. oui, laisse-moi lire. Au Polyglot Conference, nous avons organisé des parties de Categories et de Google Multilingue. Les mordus des langues ont beaucoup apprécié. C'est peut-être un peu difficile pour des jeunes enfants, mais quand même, oui, c'est Ouais. On peut l'adapter, ouais. une bonne idée, effectivement. Merci, Tetsu, pour cette remarque. Et merci à Merci tous et beaucoup. à Merci toutes, à tous d'être venus aussi. oui, et d'avoir participé. Merci beaucoup, Yoshito. Merci. C'était Bonne excellent. soirée.